Aujourd'hui, manger sainement et allégé est le leitmotiv de toutes les tendances culinaires des sociétés dites occidentales. Par exemple, le régime paléo prône une alimentation à base de fruits, de légumes, d'oléagineux et de viande maigre loin de la réalité archéologique. Dans le passé, durant des centaines de millénaires, nos ancêtres se sont en effet délectés de graisse. Pourquoi le gras a-t-il été si important pour les sociétés du Paléolithique, période gigantesque s'étirant de 3 millions à 12 000 ans avant le présent, toute latitude confondue? Comment les vestiges fossiles nous renseignent sur cette récupération de la graisse, tant par Homo sapiens que Néandertal? Et en quoi certaines préparations culinaires observées dans les sociétés traditionnelles actuelles nous aident à émettre des hypothèses et à mieux comprendre les cuisines paléolithiques? Les traces liées à l'alimentation en contexte archéologique sont ténues. En effet, les aliments sont ingérés et les déchets restants, périssables, se décomposent en un laps de temps très court. De façon fortuite, quelques résidus organiques peuvent parfois se retrouver piégés dans des matériaux comme de la céramique ou se conserver dans des contextes très particuliers, carbonisation, milieu humide. Le gras ne fait pas exception, et c'est donc principalement sur la base d'indices indirects qu'il est possible de discuter de sa récupération et de sa consommation. Contrairement à la viande ou aux ressources végétales, en l'état actuel des recherches, la consommation de gras ne peut pas être inférée à partir de l'analyse des restes humains, que ce soit au moyen de l'étude des isotopes contenus dans le squelette, du tartre dentaire ou encore des micro-usures laissées sur la surface des dents. Les déchets fossiles des animaux mangés, os, dents, constituent donc les seuls témoins pour parler de cette consommation. Ces déchets alimentaires, assez robustes pour traverser le temps, nous informent sur les différents gibiers chassés, sur les morceaux transportés puis consommés au site d'habitat, et sur certaines pratiques bouchères et culinaires. La moelle représente une des principales sources de gras animal. Pour la récupérer, il est nécessaire de casser les ossements permettant ainsi d'accéder à leur cavité médulaire. Cette pratique est donc principalement mise en évidence par la présence de traces de percussions sur les os et par des bords de fracture caractéristiques d'une fragmentation alors que l'os était encore frais. Fragments d'humérus de cerf présentant des fractures et des encoches dues à la récupération de la moelle par des Néandertaliens, abri du Marat, Ardèche. Delphine Vettez, auteur Provided. On a pu constater que sur les sites d'habitat du Paléolithique, les os à moelle sont rarement retrouvés entiers. C'est en particulier le cas des os longs, fémurs, etc., qui contiennent les volumes de moelle les plus importants. Phalanges et mandibules sont aussi fréquemment fracturés, malgré des cavités médulaires très réduites. Ces indices attestent d'une récupération et d'une consommation intensive de la moelle. Choisir les bons aliments découle pour une large part de notre éducation et de notre culture, mais aussi des techniques et des ressources disponibles autour de nous. Ces ressources sont elles-mêmes fonction des facteurs environnementaux et climatiques, en particulier durant les temps préhistoriques. Au Paléolithique, durant les périodes froides, la part de nourriture d'origine animale, protide, augmente, tandis que celle d'origine végétale, glucide, diminue. La viande maigre des herbivores constituait alors une part importante de la nutrition, en particulier en hiver et au printemps lorsque les herbivores souffrent de malnutrition. Ce régime de viande, pourtant à haute valeur protidique, induit de grandes dépenses énergétiques liées à l'élimination des déchets azotés. De ce fait, une alimentation riche en viande maigre, c'est-à-dire une viande avec un taux de graisse inférieur à 3%, nécessite des rations journalières de nourriture très importantes pour couvrir les besoins énergétiques corporels. Par ailleurs, une consommation excessive de protéines engendre des dérèglements du foie et des reins, pouvant entraîner le décès, comme c'est le cas par exemple d'une consommation exclusive de viande de lapin pendant plusieurs semaines. Ces carences et risques sanitaires peuvent être palliés par un surcroît d'apport lipidique, donc de gras, dans le régime alimentaire. La graisse a en effet une grande valeur énergétique, environ le double de celle des protides et des glucides, et permet de faire fonctionner la néoglucogenèse, un métabolisme du foie qui produit des glucides à partir des protides et des lipides. Ces avantages expliquent donc en grande partie pourquoi les groupes humains du Paléolithique ont cherché à récupérer la graisse partout où elle pouvait être disponible. Toutefois, les données archéologiques montrent que, même sous des climats tempérés, la recherche de graisse restait importante. En complément des facteurs physiologiques, d'autres facteurs pourraient donc expliquer l'attrait pour le gras. La part du culturel et du symbolique dans les choix alimentaires n'est pas à négliger. Comme l'avait observé l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, loin d'être restreint aux sociétés dites « complexes », le caractère culturel de l'alimentation est en effet un trait commun à toute société humaine. En Occident aujourd'hui, par exemple, la moelle est notamment servie dans des restaurants gastronomiques, ou présente dans de nombreux plats traditionnels, tels que l'osso bucco italien. Chez certains groupes inuits,
La palatabilité de la moelle varie en fonction des ossements. La moelle issue des phalanges et des métapodes riches en acide oléique est ainsi nettement plus appréciée que celle des autres os. Dans le Kamtchatka, en Sibérie, la graisse de renne obtenue durant le Kilveil, fête du printemps, tient lieu d'offrande dans les relations des éleveurs de rennes avec leur environnement. La graisse animale est ainsi un mets très prisé et fortement valorisé dans beaucoup de sociétés. La dimension sociale et symbolique de l'alimentation au Paléolithique est malheureusement particulièrement difficile à saisir. Quelques études récentes montrent néanmoins que les marques laissées par l'extraction de moelle peuvent mettre en évidence l'existence de pratiques bouchères traditionnelles spécifiques à certains groupes de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique moyen, environ de 300 000 à 40 000 avenue Jésus-Christ, et récents ou supérieurs, d'environ 40 000 à 12 000 avenue Jésus-Christ. Il a aussi été proposé que l'intense fragmentation des phalanges, mais aussi des os courts dépourvus de moelle, puisse être le reflet de pratiques de boucherie ritualisées, en lien avec les rapports entretenus avec le gibier. Ces travaux permettent de dépasser le caractère strictement économique auquel est généralement réduite l'alimentation dans les études archéozoologiques. La préparation de bouillons à base de graisse contenue dans les tissus osseux observés chez les Nunamiutes, Alaska, a permis d'envisager l'existence de tels procédés au sein des sociétés du Paléolithique. De nombreux travaux archéologiques et expérimentaux ont permis de lister des critères appuyant l'utilisation d'un tel procédé dès le Paléolithique. C'est le cas par exemple de l'intense fragmentation des éléments spongieux des os dans lesquels se trouve la graisse. Ce procédé est notamment reconnu au Paléolithique supérieur, il y a environ 25 000 ans, période gravétienne. Dans certains sites plus anciens, ni galets chauffés permettant de faire bouillir de l'eau, ni petits os brûlés n'ont été découverts, et l'hypothèse d'un concassage des parties spongieuses riches en graisse pour une consommation crue a donc été proposée. En contexte européen, en particulier durant les périodes glaciaires où les ressources en combustible étaient limitées, il est tout en fait envisageable que ce mode d'extraction sous forme de bouillie d'os ait été privilégié. Il est toutefois important de souligner que si l'extraction de la graisse contenue dans les tissus osseux semble relativement courante au Paléolithique en Europe, elle est loin d'être aussi systématique que la récupération de la moelle. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.